7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Avec plus d'un service d'urgence sur 5 en difficulté, des lits qui ferment dans tous les hôpitaux, un taux d'absentéisme des personnels médicaux et paramédicaux qui ne cesse d'augmenter sous l'effet d'une dégradation des conditions de travail, l'hôpital public français connaît depuis plusieurs années une crise sans précédent. Symptôme de cette crise de l'hôpital public en France, cet appel aux dons lancé par l'hôpital parisien Georges Pompidou pour acquérir un scanner nouvelle génération. Ou encore en septembre dernier, le scandale provoqué par une vidéo montrant des patients allongés sur des brancards et faisant la queue devant l'entrée des urgences de l'hôpital de Perpignan. Et plus récemment au CHU de Strasbourg, où une unité de soins mobile a été mise en place sur le parking de l'hôpital depuis le 23 décembre afin de tenter de fluidifier l'afflux de patients. Alors comment expliquer une telle crise de l'hôpital public français? Pourquoi le secteur privé est-il également touché? Quelle est la responsabilité de l'État dans cette situation? Et surtout, y a-t-il des solutions pour sortir de cette crise? Pour répondre à ces questions, nous accueillons ce matin Pierre Schwab, infirmier aux urgences de l'hôpital Beaujon et membre du collectif Interurgence. Pierre Schwab, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, question très simple, comment vous-même êtes touché par cette crise des hôpitaux? Comment ça se matérialise dans votre quotidien d'infirmier? Nous, avec le collectif Interurgence, ça fait maintenant depuis 2019 qu'on dénonce l'incapacité qu'on a au niveau des services d'urgence, en tout cas à répondre aux demandes de la population. C'est-à-dire qu'on a une augmentation de l'affluence qui a augmenté de 100% durant les 10 dernières années, et en parallèle, on a une suppression de plus de 100 000 lits durant ces 10 dernières années d'hospitalisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve au niveau des urgences à un encombrement total, parce que la médecine de ville n'existe plus, parce que l'hôpital n'a plus les capacités de répondre aux demandes qui viennent des services d'urgence. Donc tout ça vient se terminer au niveau des urgences et crée un embouteillage monstre où on se retrouve avec des patients qui peuvent rester plus de 3 jours sur un brancard. Alors il y a d'autres études qui prouvent que pour les personnes de 75 ans, passer plus de 5 heures sur un brancard, ça commence à avoir des conséquences. Là, on parle de 3 jours sur des brancards. On n'est plus sur des petites conséquences. On sait qu'on a des morts. On a une multiplication du nombre de morts, alors notamment des personnes âgées au niveau des urgences, mais ça fait déjà plusieurs années. Et là, ces tensions, on commence à avoir des gens beaucoup plus jeunes qui commencent à décéder. Parce que rien n'a été amélioré depuis 2019, comme vous le dites. Alors, on va revenir là-dessus, mais quand vous parlez de cet encombrement, est-ce que, donc, avant d'aborder les problèmes plus profonds de l'hôpital, de la responsabilité de l'État, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi un souci peut-être de sensibilisation des Français qui devraient comprendre que certains cas ne nécessitent pas forcément de se tourner directement vers les urgences et peut-être plutôt, justement, plutôt vers leur médecin traitant ou ce genre de choses? Alors, je vais vous raconter l'histoire un peu du système hospitalier de ces 10 dernières années. Il y a 10 ans, un patient qui venait pour, on va dire, de la consultation, donc pour quelque chose qui n'était pas urgent, c'était le patient qui rapportait le plus d'argent à l'hôpital. Donc pendant près de 10 ans, les urgences ont tout fait pour essayer d'assassiner le service public à côté, enfin le service d'accès aux soins libéral. Le but, c'était d'avoir le plus de passages possible dans les urgences. Depuis 2 ans, la doctrine a changé. On va dire que ces patients-là nous rapportent moins d'argent. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est en train de faire un jeu avec l'État, c'est-à-dire c'est qu'on est en train de bloquer l'accès aux soins à de plus en plus de personnes en France, soit par la fermeture ou la régulation par le SAMU des services d'urgence, soit tout simplement par la fermeture des services d'urgence. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, effectivement, c'est l'accès aux soins qui est en train d'être attaqué. Mais de toute manière, ça a toujours été la même défense de l'État. En 2019, le problème n'était pas les patients, c'était les professionnels qui savaient pas s'organiser. Aujourd'hui, c'est les patients qui viennent parce qu'ils ne savent pas, que ce n'est pas de l'urgence. La réalité, c'est que pendant tout un temps, l'hôpital a participé à la casse de l'accès à la médecine de ville, et qu'aujourd'hui, qu'on n'a plus les moyens, on dit gentiment aux patients, rentrez chez vous. Mais on leur donne pas de solution. Alors d'ailleurs, il y a la ministre de la Santé qui a récemment affirmé que le manque de lits n'était pas si problématique que ça. En tout cas, la baisse du nombre de lits, pas si problématique, parce que on avait aussi une augmentation des patients en déambulatoire, donc qui ne nécessitait pas d'avoir des lits dans les hôpitaux. Est-ce que vous pensez pas que c'est prendre le problème à l'envers? Qu'on dénonce depuis 5 ans. C'est la stupidité incarnée qu'on dénonce depuis 5 ans. C'est-à-dire, c'est qu'il y a 5 ans, on disait l'ambulatoire, c'est plus possible. C'est-à-dire, c'est que on ne peut pas supprimer toutes les lits d'hospitalisation. L'ambulatoire ne supprime pas les risques. Ça diminue les risques. On a l'impression qu'il n'y a plus de risque à faire de l'ambulatoire. C'est faux. On a des tonnes de patients qui reviennent consulter aux urgences
parce que le service ambulatoire est fermé et qu'on est obligé de prendre en charge pendant 48 heures dans des structures où on n'est pas du tout spécialisé à Mm. cette prise en charge, tout simplement parce que le système a décidé que l'ambulatoire, on supprimait les lits, on faisait des économies sur les postes, parce que des lits, c'est des professionnels, et donc il faut bien faire des économies quelque part. 70% du budget d'un hôpital, c'est les salaires des professionnels. Donc Mm. s'il faut taper quelque part, ça sera là-dedans. Donc oui, fermer des lits, ça veut dire supprimer du personnel, ça veut dire garder un peu plus d'argent pour l'hôpital. Ah, C'est juste ça, c'est juste un fonctionnement économique. Mais dans l'ambulatoire, on va être très clair, les personnes âgées ne peuvent pas rentrer dans l'ambulatoire pour la plupart d'entre elles. Les personnes fragiles, toutes celles dont on parlait pour le Covid, ne rentrent pas dans le cadre de l'ambulatoire. mm. Ça fait quand même un sacré bon paquet de personnes. Alors justement, quand vous soulignez ce rapport entre personnel et lit, la même ministre de la Santé affirme que le manque de lits disponibles, donc elle l'admet quand même, que le manque de lits résulte du manque de personnel. Et donc, vous le disiez justement, le personnel coûte cher. Alors, comment on fait en fait? On peut pas payer du Et bien, ça, c'est personnel la... et en même temps, elle explique que c'est de leur faute si jamais ils sont pas assez nombreux et qu'on peut pas avoir de lits, si je comprends bien. Oui, mais ça, c'est la communication politique. Je veux dire, en 2018, il n'y avait pas de problème de personnel. Il n'y avait pas de manque de personnel dans les hôpitaux. Mm. Comment est-ce qu'en 3 ans, on a perdu près de 200 000 soignants? Et là, on a l'impression qu'on les a vraiment perdus parce qu'on a fait une croix dessus. Mm. C'est-à-dire, c'est que là, ils n'existent plus. Ils sont morts. Ils sont décédés. Donc là, maintenant, on repart à zéro. On n'a jamais eu la politique de vouloir les faire revenir. Il n'y a jamais eu une décision de se dire stop, on arrête de ce qu'on est en train de faire, on arrête les suppressions de lits, parce qu'en réalité, les suppressions de lits continuent. Tous Mm. les futurs projets de fusion hospitalière, que ça soit sur le nord-ouest à Saint-Ouen, le nord-ouest parisien, que ça soit dans le sud de la France ou dans le sud francilien, c'est des restructurations avec des suppressions de lits et on vous vend ça comme le virage ambulatoire le plus magnifique au monde. Mm. Non, je suis désolé, on va dans un système, on va dans le mur. On le sait, on le voit, il y a de plus en plus de morts. Ne serait-ce que la mortalité infantile en France est en train d'augmenter suite à la fermeture de toute la politique de fermeture des maternités. On va avoir la même chose au niveau des urgences. Mais c'est, enfin voilà, et pour pas vraiment d'économie en plus. Hein. Ça nous Alors, fera au final pas d'économie. le, Ça nous coûtera encore plus cher au final. L'augmentation justement de cette mortalité des nouveau-nés en France, moi je mets ça sur le même plan que les tentes que je vois dressées sur des parkings pour procurer les premiers soins, les 7 heures d'attente parfois donc sur le bitume. Moi ça me rappelle des scènes en fait dans les pays sous-développés quand on voit des missions humanitaires qui vont se développer là-bas pour soigner les gens qui n'ont plus rien. Est-ce que on peut dire qu'on assiste à la tiers-mondisation de la France? Tiers-mondisation, non, peut-être pas, mais en tout cas, on va avoir de plus en plus de différences entre les patients précaires, les patients fragiles et ceux qui ont les moyens. Mm. Ne serait-ce que la première différence à l'heure actuelle, c'est si vous êtes un médecin traitant ou non. Et là, cette différence-là, elle commence à devenir de plus en plus impactante C'est-à-dire comment elle dans la se... suite de votre prise en charge. Ouais. Et alors, est-ce que vous Parce que pensez si vous n'avez pas de médecin traitant, vous allez passer souvent aux urgences et vous Oui, allez commencer à être fiché. d'accord. Donc voilà, c'est revenir récemment, les patients qui viennent très régulièrement au niveau des urgences sont ceux qui risquent le plus de faire un problème dans Mhm. leurs soins, parce que de toute façon, ils sont des habitués et même nous, on baisse notre Mm. vigilance face à ça. Donc c'est toujours un risque. Alors, vous parliez justement de cet écart entre les personnes qui ont les moyens d'accéder à de bons soins et les autres. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que justement, par exemple, quand on a les moyens de se rendre dans l'hôpital public, ça a une vraie différence? Ou est-ce que finalement, on commence à être confronté au même problème? Enfin, sur le système public, même dans l'hôpital public, je serais incapable de vous dire si vous êtes dans un système privé ou pas. Vous voyez, il y a du privé dans le public, il y a du public dans le D'accord. privé, donc même cette question-là, en fait, n'existe même plus, puisqu'on est incapable de faire de dire à peu près dans quel secteur vous êtes. Donc ça, quand je parle du privé non Ouais, lucratif, hein, privé ouais, ouais. ce qu'on appelait les ESPIC ou qui participaient au service public hospitalier, ce qui était plutôt les associatifs. D'accord. Là, actuellement, c'est plutôt le privé lucratif qui prend la place, mais le privé lucratif, c'est du Mm. lucratif. Alors, Ça n'a pas fonction à faire du service public. je vais revenir sur les professionnels de santé. Donc, vous nous expliquez que justement, je ne sais plus quel est le chiffre que vous avez donné, vous pourrez nous le redonner, mais que donc il y a énormément de médecins, d'infirmiers qui ont décidé de partir depuis 3 ans. Comment vous le vivez? Comment le vivent les professionnels de santé, cette crise? Là, à l'heure actuelle, à l'hôpital, on le vit assez mal. Hein, c'est-à-dire, c'est qu'on a eu un gros départ, notamment de professionnels qui étaient expérimentés, qui étaient assez anciens dans leur domaine. Aujourd'hui, on a un rajeunissement très clairement de la profession soignante. Le problème, c'est que si l'État fait effectivement énormément dans la politique d'attractivité,
En tout cas, il fait rien du tout et on ira même dire qu'il fait une politique contre la fidélisation. Hmm. Son objectif, c'est de faire partir les anciens pour faire venir des jeunes. D'accord. Donc là, on a un remplacement et le problème, c'est qu'on n'a plus du tout l'attache qu'on pouvait avoir avant, c'est-à-dire c'est l'attache au service public hospitalier, l'attache à un service, puisqu'aujourd'hui, les jeunes qui rentrent savent qu'ils font pas leur vie ni dans le service hospitalier ni à l'hôpital et ils viennent juste travailler 3 4 ans et après ils s'en vont. Donc on n'a plus du tout cette attache comme on pouvait avoir auparavant sur les hôpitaux et sur les services. Hmm. Là, aujourd'hui, il y a une question qui avait été posée par, je crois, c'était le syndicat des infirmiers qui posait la question, est-ce que vous vous croyez encore en l'avenir du service public? 70% des professionnels du service public disaient que non. Hmm. Donc 70% des professionnels qui travaillent à l'hôpital n'ont pas confiance en l'avenir du service public dans lequel ils travaillent. C'est vous dire à peu près dans quel état d'esprit on travaille actuellement. Ouais. Je vais enchaîner donc avec la responsabilité ou non, vous allez nous le dire, de l'État dans cette, même si on a déjà une petite idée vu vos réponses précédentes, la responsabilité de l'État dans cette crise. Par exemple, selon un rapport de la Cour des comptes qui a été publié en octobre 2023, on a 6,5 milliards d'euros qui sont censés être consacrés d'ici 2029 à la restauration des capacités financières des hôpitaux publics. Alors, comment est-ce que on gère cette somme? Parce que c'est quand même un montant colossal. On imagine que ça serait quand même aider en grande partie à résoudre le problème. Et pourtant, on a l'impression que l'État est parfaitement incompétent. Mais je suis pas sûr. Alors après, entre incompétence et volonté de nuire, j'ai un doute. Très clairement, j'ai un doute. Mhm. Je pense pas qu'ils soient si incompétents que ça. Je pense très clairement qu'ils ont une volonté de nuire et que leur objectif est de faire une santé comme on a vu en Angleterre avec les ventes d'hôpitaux publics aux enchères sous l'époque de Thatcher. On peut avoir la même chose en France. On n'est pas du tout à la couvert de ça. Je ne pense pas qu'ils iront jusqu'à vendre, bien sûr, les hôpitaux publics aux enchères, Mhm. mais que l'hôpital public devienne un lieu où on n'accueillera que les indigents et les hôpitaux privés, le lieu où on soignera ceux qui ont une mutuelle plutôt avantageuse, pourquoi pas? Mhm. Ça, oui, on va avoir de plus en plus de disparités là-dessus, et sans parler des populations qui sont extrêmement précaires et qui déjà aujourd'hui n'ont quasiment pas d'accès aux soins. Alors, quand vous parlez de cette volonté de nuire, alors, volonté de nuire, je ne sais pas, mais en revanche, c'est certain qu'il doit y avoir une question de volonté. Moi, ça me fait toujours sourire un peu tristement quand je vois la différence entre les moyens qui ont été développés pour mettre en place toute une batterie de mesures pendant la crise sanitaire du Covid-19, tout ce dont l'État s'est rendu capable pour pouvoir mettre en place ses plans, etc. Et quand je vois aujourd'hui que d'un seul coup, il semble démuni, ne plus pouvoir rien faire, que plus rien ne dépend de lui, qu'il fait de son mieux. Et j'ai l'impression de ne pas être face au même gouvernement finalement. Oui, bon, après, c'est de la communication. On a un gouvernement qui fait énormément de communication. Donc après, c'est toujours assez délicat, mais oui, effectivement, quand le président Macron, pendant la première vague de Covid, disait qu'il y ait des biens et des services qui doivent sortir de toute logique économique, on a Mm. cru qu'il parlait de nous. Apparemment pas. On a Ah, fait erreur. Il ne parlait pas de nous. alors, Donc non, c'est très compliqué, mais mm, sur l'avenir, j'ai pas beaucoup d'espoir sur l'avenir. Mais vous savez, c'est vieux, hein, c'est pas Emmanuel Macron. Hein, depuis Nicolas ouais. Sarkozy, on a quand même une politique qui est contre les fonctionnaires, contre le service public. Moi, quand je suis sorti de l'IFSI en 2011, vous aviez quelqu'un comme Jean-François Copé qui disait qu'il trouvait ça stupide, un infirmier qui quittait, qui une fois qu'il était diplômé, allait dans le service public. Il trouvait que c'était un manque d'ambition incroyable dans la vie. Donc, on a été éduqué là-dessus depuis quand même 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on nous dit que le service Ouais. public, ça coûte cher et que c'est inutile, que les fonctionnaires sont des feignants qui ne foutent rien. Et c'est pas une politique que d'Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, on a la résultante d'une politique qui a été menée depuis maintenant plus de 10 ans sur la fonction publique et sur le service public. Donc oui, ça va être très dur, ça va être extrêmement compliqué. Je suis même pas sûr qu'il y a encore des gens qui ont envie de venir dans le service public Mm. participer à ça. Alors, Parce que en fait, ça a été un peu détruit depuis ces 10 dernières années quand même. vous nous le dites, Pierre Schopp, vous êtes très peu optimiste pour l'avenir. Est-ce que néanmoins, de là où vous êtes, c'est-à-dire au cœur de la crise, sur le terrain, est-ce que vous voyez quand même des solutions se dessiner? Allô? Mais et voilà, là, très clairement, là, vous me prenez de court. Là, comme ça, vous me posez la question. Moi, il y a 4 ans, il nous fallait des lits. Là, Ouais. aujourd'hui, il nous faut des lits. Il faut reconvaincre le personnel de revenir dans le service public. Il faut reformer des gens. Enfin, c'est plus du tout le même chantier. Avant, c'était une option politique de dire on arrête de fermer des lits. Aujourd'hui, c'est dépassé. Je veux dire, là, on est en retard et le service public hospitalier, oui, là, il est très, très en retard et on est en train de perdre énormément de monde sur la route.
Alors, Donc là, je ne peux pas vous dire sur les 3-4 prochaines années, ça sera la même chose. Et on se reparlera tous les ans au mois de décembre et au mois de juillet, août, parce que tous les ouais. ans au mois de décembre, ben, on a une augmentation du nombre de passages parce qu'il y a plus d'infections virales sur cette période-là, plus d'arrêts maladie des professionnels dus aux mêmes infections virales. Et puis comme les personnels partent en vacances, on a une majoration des fermetures de lits. Mm. Bon, bah, c'est le trio gagnant pour effectivement encore plus le souk au niveau des services d'urgence. Mais en réalité, les services d'urgence ne sont qu'un symptôme. Le problème, c'est l'hôpital et le Ouais. système de santé en général, en fait. Alors, j'entends quand même, moi, il y a un décalage entre la crise qui paraît monumentale et, comme vous le dites, finalement, des solutions qui paraissent qui paraissent couler de source. Réouvrir des lits, remotiver le personnel soignant, essayer de reprovoquer des vocations chez les jeunes, etc., pour ces métiers-là. Et pourtant, est-ce que vous pensez que le gouvernement s'en saisit ou est-ce qu'il y a une forme de déconnexion ? Oui, mais c'est là où je vous dis, est-ce que c'est dans l'intérêt du gouvernement que de sauver l'hôpital public? Je ne suis pas sûr. Comme je vous ai dit, hein, il y a 4 ans, il n'y avait pas de problème de personnel. C'était nous qui étions mal organisés. C'était pas les patients qui venaient consulter pour rien. C'était nous qui étions mal organisés dans nos services. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ils peuvent plus avoir cette excuse-là. Donc, ils vont utiliser l'excuse du on n'a plus assez de personnel pour ouvrir des lits et les gens viennent aux urgences pour rien. Voilà, mais c'est classique. Mais c'est assez classique. Oui, donc Et là-dessus, enfin, la réalité, c'est que les gens viennent pour consulter un médecin qu'ils ne trouvent plus en ville, que pendant 10 ans, l'hôpital s'est bien servi de ça pour réussir à gonfler ses économies, et qu'aujourd'hui, bah, on n'a aucun problème à leur dire rentrez chez vous, démerdez-vous. Mm. Donc c'est là où il y a un problème, et effectivement, on va avoir non seulement pas mal de problématiques avec les patients, mais il est pas impossible que ça augmente également les violences au niveau des services d'urgence, qui étaient déjà assez élevés à présent. Ah oui, d'ailleurs, Mais tout ça ne fera qu'aggraver la situation. on note aussi une augmentation du nombre d'incivilités dans les services d'urgence parce que justement, les patients considèrent qu'ils ne sont pas pris en charge comme ils devraient l'être. Et ça, c'est un autre problème pour le personnel soignant. Oui, mais les patients ont tout à fait raison. Ouais. Mais les patients ont tout à fait raison. Le problème, c'est que les patients, mais ça, après, c'est sociologique, hein, on va s'en prendre à celui qui est en face de nous, pas forcément responsable. Enfin, je veux dire, c'est plus facile de s'en prendre à l'infirmier qui est en face de soi que d'aller voir le ministre de la Santé. Enfin, l'un des ministres de la Santé, je sais même plus où est-ce qu'on en est. Mm. Donc, c'est assez compliqué, si vous voulez. Mais ça, c'est l'habitude, c'est sociologique. À partir du moment où on est ouvert, on va recevoir effectivement toutes les plaintes et toutes les critiques qu'il peut y avoir sur notre système. Donc, mais la population, elle n'est pas aveugle, elle le sait, elle le voit. Mm. Et je dirais qu'elle est même actuellement, elle est très très en deçà de ce qu'on a pu connaître en termes de violence et compagnie. Donc quand même, ils sont en train de comprendre que oui, il y a un problème dans le système hospitalier. Ouais. Écoutez, on espère qu'on va tous se réunir, en tout cas, du coup, autour de cette problématique et puis réussir à trouver des solutions ensemble. Vous en évoquiez certaines, Pierre Schwab. On espère surtout que l'État et notre gouvernement va réussir à agir et à montrer la façon dont il peut se rendre utile et efficace dans les années à venir. En tout cas, en attendant, bon courage et puis merci d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes infirmier aux urgences de l'hôpital Beaujon et membre du collectif Interurgence. Merci Pierre Schwab.